Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et aujourd'hui je vous parle de Florence Henry. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Le murmure du public, les derniers accords d'un piano qu'on accorde, puis le silence. Dans cette salle de concert, en 1905 à Londres, une jeune fille de 12 ans s'installe sur le tabouret. Ses doigts effleurent les touches, et d'un geste assuré, elle entame une sonate. Son nom, Florence Henry. Elle est née le 28 juin 1893 à New York, d'un père français et d'une mère allemande. Mais à seulement 2 ans, elle perd sa mère et sa vie prend un tournant décisif et nomade. De la Silésie où elle grandit auprès de sa famille maternelle, à Londres où elle étudie la musique, en passant par Rome où elle perfectionne son piano, Florence Henry semble destinée à une carrière de musicienne. Mais le destin ne l'épargne pas d'un énième coup du sort. À 14 ans, elle perd cette fois-ci son père, la faisant devenir orpheline. Par chance, l'héritage qu'elle en tire lui offre un confort matériel indéniable qui lui permet également de rejoindre Berlin à 19 ans pour étudier sous l'égide des grands maîtres tels qu'Egon Pietri et Ferruccio Busoni. La capitale allemande, alors en pleine effervescence artistique, lui permet de côtoyer les milieux d'avant-garde, notamment le courant artistique du futurisme, qui prône la vitesse, les machines, la modernité et le dynamisme. En d'autres termes, le mouvement et l'énergie par des formes éclatées et des compositions dynamiques. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale sévit sur le continent européen, Florence Henry choisit de rester à Berlin. Mais le conflit l'empêche d'accéder à l'héritage paternel, bloquée en Angleterre. Privée de revenus, elle doit subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Elle trouve alors un travail qui lui permet de conjuguer musique et survie, accompagner les projections de films muets au piano. Dans l'ombre des salles de cinéma, enveloppée par le grésillement du projecteur et les murmures d'un public fasciné par ces images sans voix, une idée germe dans l'esprit de Florence. Et si la musique n'était pas son unique voie professionnelle ? Et si son regard, tout comme son oreille, pouvait révéler une poésie du réel ? Progressivement, elle abandonne l'idée d'une carrière musicale et se tourne vers un autre mode d'expression, qui est la peinture. Elle intègre l'école des beaux-arts de Berlin, où elle devient l'élève du peintre Johannes Walter Curo. C'est également dans cet institut qu'elle rencontre l'historien de l'art et écrivain allemand Karl Einstein, avec qui elle entretient une relation amoureuse passionnelle de 1919 à 1923.
À ses côtés, elle découvre le cubisme, un mouvement artistique qui déconstruit la perspective traditionnelle pour représenter les sujets sous plusieurs angles simultanément, caractérisé notamment par l'usage de formes géométriques et une fragmentation de l'espace. Cette période berlinoise d'après-guerre est décisive. Elle côtoie les figures de l'avant-garde parmi lesquelles Hans Richter, Jean Arp, John Hersfeld et Jean Pougny. Elle noue aussi des amitiés solides avec Margaret Scholl et le couple Nelly et Theo van Doesburg. En 1924, pour pouvoir revenir à Paris où elle est considérée comme apatride, elle épouse à Lucerne le Suisse Henri Karl Anton Koester. Désormais citoyenne suisse, elle s'installe dans la capitale française et s'inscrit à l'Académie moderne, où elle suit les cours de Fernand Léger et Amédée Ozenfant. Moins d'un an plus tard, elle expose ses premières toiles lors de l'exposition L'Art d'aujourd'hui à Paris, qui présente les courants modernistes comme le cubisme, le constructivisme et le surréalisme. Par la suite, en 1926, elle expose à la Galerie d'art contemporain, aux côtés des élèves de l'Académie moderne. L'été 1927 marque un tournant dans la vie artistique de Florence Henry. Elle s'inscrit au cours préliminaire du Bauhaus de Laszlo Moholy-Nagy. Bien que la photographie ne soit pas encore une discipline enseignée officiellement au Bauhaus, elle y est largement pratiquée par les élèves et les professeurs. C'est dans ce contexte que Florence Henry réalise ses premiers essais photographiques. Cette expérience est une pure révélation pour la jeune artiste. Elle se lie d'amitié avec Herbert et Irène Bayer, et plus particulièrement avec Irène, photographe elle aussi. De retour à Paris, Florence Henry ressent le besoin profond d'explorer cette nouvelle pratique artistique. Le 11 février 1928, elle confie dans une lettre adressée à son amie et peintre allemande Lou Schepper « Du nouveau maintenant, je fais de la photographie. Si je continue à y prendre plaisir, j'arrêterai la peinture provisoirement. J'en ai tellement assez de peindre sans plan précis et j'ai une quantité d'idées incroyables pour la photographie. J'aimerais beaucoup avoir un métier dont les résultats intéressent aussi les autres. » En 1929, Florence Henry s'installe définitivement dans le quartier parisien de Montparnasse, où elle continue d'entretenir des liens étroits avec les membres de l'école du Bauhaus, et son nom se fait rapidement entendre dans les salons d'avant-garde de la capitale. Très rapidement, les images de Florence Henry s'inscrivent dans une démarche constructiviste, un mouvement né en Russie et qui prône une conception géométrique de l'espace et valorise la beauté des objets et structures industrielles. Florence Henry applique ces principes à ses compositions photographiques tout en restant inspirée des courants futuristes et cubistes. À travers ses œuvres, elle met en avant une esthétique rigoureuse, basée sur la géométrie et la construction spatiale. Elle joue avec les formes élémentaires, cubes, sphères, prismes, et exploite les reflets, notamment à travers l'utilisation systématique du miroir, qui introduit un rythme visuel par des changements récurrents d'échelle. Elle développe 2 séries majeures, composition et composition abstraite, où elle crée des paysages photographiques dépourvus de repères visuels, empêchant ainsi aux spectateurs de se situer dans l'espace. Dans ces images, les objets flottent dans des environnements imaginaires, bouleversant les perspectives. Le jeu de reflets, les contrastes de lumière et la superposition des formes créent une certaine forme d'infini. Son œuvre la propulse au premier plan du mouvement de la nouvelle vision, un courant photographique dont je vous ai déjà parlé dans Nicéphore et qui prône un regard neuf sur le monde pour tendre vers des pratiques expérimentales du médium photographique. L'un des exemples les plus emblématiques de cette approche propre à Florence Henry est très certainement sa composition numéro 10, datant de 1928, où un miroir, un anneau et une sphère sont disposés de manière à défier notre perception. Elle explique son utilisation du miroir comme étant un moyen, et je cite, « de montrer le même objet sous différents angles, multiplier les points de vue complémentaires pour rendre d'autant mieux compte de l'objet en question. » Son travail est exposé en 1929 lors de Film und Foto à Stuttgart, un événement qui la consacre officiellement comme une figure incontournable de l'avant-garde photographique. Avec la photographie, ce que je veux surtout, c'est composer l'image comme je le fais avec la peinture. Il faut que les volumes, les lignes, les ombres et la lumière obéissent à ma volonté et disent ce que je veux leur faire dire.
Ceci sous le strict contrôle de la composition, car je ne prétends pas expliquer le monde ni expliquer mes pensées. Tout ce que je connais et la façon dont je le connais est fait avant tout d'éléments abstraits. Les sphères, plans, quadrillages, dont les lignes parallèles m'offrent de nombreuses possibilités, sans compter les miroirs que j'utilise pour présenter sur une seule photographie le même objet sous des angles différents afin de donner d'un même motif des visions diverses, qui se complètent et finissent en se combinant par mieux l'expliquer. Au fond, tout ceci est beaucoup plus difficile à expliquer qu'à faire. Dans cette même dynamique d'expérimentation, Florence Henry explore l'autoportrait. De ses nombreuses productions se démarque une photographie, là aussi de 1928, où son visage se reflète dans un long miroir vertical, 2 sphères en métal à sa base. Cette image reflète à elle seule l'esprit de liberté de la photographie, qui s'affranchit de pratiques traditionnelles propres au médium, préférant l'expérimentation à la modernité. Par cette émancipation, elle s'impose comme étant à la fois l'une des premières femmes photographes abstraites de l'histoire, mais aussi l'une des rares représentantes du constructivisme dans le domaine de la photographie, et cela encore de nos jours. Florence Henry investit également le domaine de la publicité photographique, qui connaît alors un essor considérable à l'aube des années 30. Dès 1931, elle participe à 2 expositions consacrées à la photographie publicitaire, Foray Advertising Photography à New York, puis la publicité par la photographie à Paris, à la Galerie d'Art Contemporain. Son travail est publié dans plusieurs revues influentes de l'époque, comme Art et métiers graphiques photographie et Lilliput. Elle applique à ces nouvelles pratiques photographiques les principes qu'elle a développés plus tôt dans ses compositions abstraites, tels que les jeux de miroirs, les reflets démultipliés et les cadrages modernes. Une de ses images les plus célèbres est sa publicité pour Jeanne Lanvin en 1929, où un flacon de parfum est dupliqué par un jeu poétique de miroirs et de lumière, transformant un simple objet sphérique noir commercial en une œuvre graphique, similaire à un véritable collier de perles, mais cette fois-ci noir. Dans cette même pratique publicitaire, Florence Henry, comme d'autres femmes photographes de la décennie, réalise des prises de vue de nu aux débouchés commerciaux clairement indiscutables. Un genre qui n'est désormais plus l'apanage des hommes, mais enfin pratiqué par des femmes qui peuvent en déconstruire l'exercice. Des suites de la crise de 1929, Florence Henry se confronte à des difficultés financières. Elle qui souhaitait ouvrir son studio pignon sur rue, elle se voit contrainte de le faire au sein même de son propre appartement une pièce. Elle le nomme malgré tout le studio Henry et elle réalise des portraits qui marquent une rupture avec la tradition. Ces modèles sont souvent des femmes modernes, indépendantes, issues du monde artistique ou intellectuel, mais aussi des hautes figures de l'avant-garde artistique. On retrouve notamment Tulia Kaiser, Erika Bronson, Margaret Scholl, mais aussi Vassily Kandinsky, Fernand Léger, Robert et Sonia Delaunay. Et avec sa série Portraits et compositions, elle s'impose définitivement comme une figure incontournable de la photographie moderne et à nouveau de la nouvelle vision. Un des clichés les plus célèbres, qu'elle intitule « Une femme et Descartes » en 1930, présente une femme allongée, son regard perdu dans le vide. Dans sa main, un 8 de carreau, tandis que d'autres cartes, éparpillées sur un drap, créent une atmosphère de mystère et de rêverie. Son travail de portraitiste est amené à être exposé en 1933 au Folkwang Museum d'Essen, où elle est reconnue par ses pairs pour ses qualités indéniables de photographe. Florence Henry ne se limite pas aux compositions en studio. Munie de son appareil, elle arpente aussi les rues de Paris, cherchant à figer le vrai quotidien de ses habitants. En 1931 et 1932, elle est amenée à séjourner à Rome, où elle photographie les ruines antiques. De retour à Paris, elle expérimente en retravaillant les images de son voyage sous forme de collage, une technique novatrice qui la rapproche encore une fois des avant-gardes modernes. Elle s'intéresse également aux vitrines des magasins, avec lesquelles elle crée à nouveau des compositions abstraites et fragmentées, dans la continuité de son travail avec les miroirs. Enfin, à l'approche des années 40, elle séjourne fréquemment en Bretagne, avec l'écrivain Pierre Minet. Ces images documentaires de la région sont
particulièrement rigoureuses, de par leur géométrie, mais aussi leur spontanéité, montrant un équilibre subtil de composition instantanée. La Seconde Guerre mondiale bouleverse profondément la vie de Florence Henry. Entre 1939 et 1945, la rareté et le prix croissant du matériel photographique la poussent à délaisser ce médium pour revenir à la peinture abstraite. Après la guerre, elle continue à peindre et publie dans les revues du Camera et Creative Camera. Et en 1963, elle prend la dure décision de quitter Paris pour s'installer définitivement à Bellival où son amie Jeanne Taffoireau possède une vieille bâtisse. Ensemble, elles restaurent la maison et Florence Henry y installe son atelier de peinture. Comme beaucoup de femmes photographes des années 20 et 30, son œuvre tombe progressivement dans l'oubli. Il faut attendre 1974 pour que des historiens comme Giovanni Battista Martini et Alberto Ronchetti participent à la redécouverte de son travail. Ces photographies sont alors à nouveau exposées, comme à Cologne, et un portfolio est même édité. En 1978, l'Arc du Musée moderne de Paris lui consacre une grande rétrospective. Malheureusement, au milieu des années 70, Florence Henry est victime d'un grave accident qui l'amène à créer de nouveaux collages dans l'esprit du constructivisme, mais il s'agira là de ses dernières productions artistiques, car sa santé ne va pas en s'améliorant. Florence Henry passe ses dernières années dans une maison de repos à Labrossière-en-Telle pour enfin s'éteindre le 24 juillet 1982 à Compiègne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et TikTok. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nice est fort podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à un épisode exclusif tous les mois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.